bonsoir à tous et merci d'être là ce soir pour notre deuxième soirée de ce congrès Spot Pharma. Et aujourd'hui, ce soir, on va parler des CPTS, Communautés professionnelles territoriales de santé. Alors pour certains, ça peut être un mot barbare, mais je suis sûre qu'à la fin de la session, bien les CPTS n'auront plus de secret pour vous. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que, annoncé en septembre 2018 par le président de la République, la stratégie Ma Santé 2022 permet aux professionnels de santé d'avoir des moyens de créer des structures permettant un exercice coordonné. On sait aujourd'hui que l'exercice coordonné entre tous les professionnels de santé à l'échelle d'un territoire est un facteur clé pour répondre aux besoins de santé de la population. Et on le voit bien dans notre quotidien, lorsque on a des liens particuliers avec les professionnels de santé libéraux de notre territoire, ça se passe beaucoup mieux pour nous, beaucoup mieux pour nos patients. Parmi ces structures, celles qui nous intéressent aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en préambule, ce sont les CPTS, Communautés professionnelles territoriales de santé. Que permettent ces CPTS? D'abord et avant tout, de valoriser le travail de chacun et surtout de se recentrer sur la prise en charge et l'accompagnement des patients en s'appuyant sur un réseau d'acteurs identifiés, et ces mêmes acteurs vont organiser la coordination au sein de ces communautés professionnelles territoriales de santé. Alors, les objectifs affichés du président de la République étaient d'atteindre les 1000 CPTS sur le territoire national d'ici 2022. C'était bien évidemment sans compter sur la pandémie. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Pour en parler avec nous ce soir, nous serons avec Julie Poujon, directrice de l'offre de soins à la CNAM, avec qui nous allons aborder des questions un peu plus institutionnelles sous le prisme de la SFSPO, donc pas du tout sous le registre conventionnel syndical. Ce n'est pas le but ce soir. Et puis, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Éric Mion, pharmacien installé dans Paris, secrétaire de l'UNPF, et qui nous fera part de son expérience puisqu'il a la chance de participer à une CPTS qui fonctionne. Alors, avant de leur passer la parole, et pour ceux qui ne sont pas encore totalement familiers avec les CPTS, peut-être quelques mots pour rappeler concrètement c'est quoi une CPTS. Parce que c'est vrai que certains pharmaciens ne savent pas par quel bout prendre les choses. C'est un peu, si j'ose faire le parallèle, c'est comme une poule qui a trouvé un œuf. Alors à un moment donné, il faut bien trouver par où commencer. Donc une CPTS, c'est une structure qui va regrouper et qui va organiser des professionnels de premier recours et de deuxième recours, mais également des professionnels du secteur médico-social du territoire qu'elles couvrent. Ces CPTS, elles ont des objectifs, elles vont mettre en place des actions et elles vont fonctionner. Tout ça est formalisé dans ce qu'on appelle un plan, un projet de santé territorial. Et pour pouvoir mettre en œuvre ce projet de santé territorial, eh bien, on va contracter un contrat qui est un contrat territorial avec l'ARS et la CNAM. Donc, on a bien compris que les acteurs de la CPTS vont s'organiser au mieux pour répondre aux besoins de santé de la population d'un territoire défini. Et toutes les actions de la CPTS doivent permettre une meilleure coordination dans la prise en charge et favoriser les liens entre le secteur sanitaire, le médico-social et le social au plus près du lieu de vie des habitants. La CPTS a donc pour objectif de faire participer tous les professionnels de santé d'un territoire défini qui le souhaitent. Et il faut quand même rappeler certains principes. Il n'y a pas dans les CPTS de hiérarchie des professionnels de santé. Chacun participe librement, c'est un choix, c'est une démarche volontariste et volontaire, et il n'y a pas de locaux spécifiques pour une CPTS. La CPTS doit permettre un travail commun, coordonné, de tous les professionnels de santé d'un territoire. Le seul objectif, c'est focus sur les besoins de santé de la population sur ce territoire, avec des solutions, des actions de prévention, de soins et d'accompagnement. Enfin, le dernier point qui est important, c'est que lorsqu'on décide de se lancer dans une CPTS, il y a quand même des missions qui vont être des missions obligatoires
et des missions qui sont des missions facultatives. Donc, les missions obligatoires, c'est ce qu'on appelle des missions socles, par exemple, améliorer l'accès aux soins en facilitant l'accès à un médecin traitant. L'objectif, par exemple, c'est de diminuer le nombre de patients orphelins sur un territoire. Organiser le parcours pluriprofessionnel d'un patient fait partie aussi des missions socles. Et puis, développer des actions de prévention dans un territoire fait également partie des missions socles d'une CPTS. Il y a également des missions complémentaires, comme par exemple mettre en place des démarches au service de la qualité et de la pertinence des prises en charge. On peut mettre en place des groupes d'échange, d'analyse, de pratiques autour de certaines pathologies, par exemple. Parmi les missions complémentaires, il y a également des mesures au service de l'attractivité sanitaire du territoire, comme pouvoir accueillir des stagiaires et communiquer autour de ces offres de stage, mettre en place des actions à destination des jeunes installés et que sais-je encore, tout ça se construit entre professionnels de santé du territoire au sein de la CPTS. Donc j'espère que déjà à ce moment-là, les choses sont un petit peu plus claires pour vous. Et je passe maintenant la parole à Julie Poujon, qui va nous donner une vision, un petit peu un panorama de la situation actuelle et savoir si on est loin de l'objectif présidentiel qui avait été annoncé. Et ensuite, Eric prendra le relais pour nous faire part de son expérience de terrain. Oui, bonsoir à tous. Donc, je me présente, Julie Poujon, je suis directrice de l'offre de soins à la CNAM, comme vous l'a dit Béatrice Cléraz. L'offre de soins, la direction de l'offre de soins à la CNAM, elle recoupe toutes les relations avec les professionnels de santé, donc en fait la vie conventionnelle avec l'ensemble des professions de santé conventionnées. Également tous les travaux sur les nomenclatures, la CCM et les nomenclatures des différents professionnels. Un département qui s'occupe des produits de santé, donc tous les aspects médicaments et notamment la participation au CEPS, mais aussi les dispositifs médicaux et l'encadrement des professions de biologistes et de pharmaciens, et un département qui s'occupe des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Donc, vous avez tout le panorama de la prise en charge sanitaire et médico-sociale des assurés français. Ce soir, donc, on est là pour discuter des CPTS. Alors, je vais vous diffuser un petit support. J'espère que vous le voyez bien. Oui. Je vais essayer de le mettre en plein écran. Ce sera encore mieux. Voilà. Alors, les CPTS, donc Béatrice Cléraz vous a bien présenté ce qu'étaient les CPTS et je vais tout de suite mettre fin au suspense insoutenable. On n'arrivera malheureusement pas du tout à l'objectif présidentiel qui avait été fixé fin 2022, sauf si l'année 2022 est vraiment une année totalement exceptionnelle de création de CPTS, mais on est malheureusement encore très loin de cet objectif. Cela dit, ça monte un peu toutes les semaines presque. Donc, c'est une dynamique qui est bientôt en marche et on atteindra probablement l'objectif qui avait été fixé, mais avec un peu de délai. Et bien évidemment, la crise sanitaire a, entre guillemets, concentré les efforts des professionnels de santé sur d'autres sujets que la finalisation de leur projet. Mais on le verra aussi, la crise sanitaire a été un levier aussi de communication entre les professionnels sur le territoire et ça va permettre de capitaliser un petit peu pour créer des CPTS dans la foulée. Donc, la CPTS, comme vous le voyez, c'est une communauté. Alors, peut-être ce qui est important, c'est que ce n'est pas une structure au sens bâti du terme, c'est vraiment une organisation. Il n'y a pas de mur. C'est la mise en commun d'un projet par les professionnels de santé volontaires du territoire. On est sur une logique, comme vous l'a dit Béatrice Cléraz, d'adhésion des professionnels de santé qui décident de leur organisation et de ce qu'ils veulent porter parmi les thématiques prioritaires ou les thématiques optionnelles comme projet autour du patient. L'objectif, c'est d'avoir des solutions concrètes offertes aux patients du territoire. Et encore une fois, on est sur une logique de responsabilité populationnelle. C'est ça qui est important et qui distingue les CPTS des autres formes d'exercice coordonné. Les autres formes d'exercice coordonné sont centrées autour d'un patient. Et là, on est centré autour des besoins d'un territoire.
Voilà. Et ensuite, l'objectif, évidemment, hein, c'est d'améliorer à terme la prise en charge des patients, à la fois à travers l'accès aux soins, la mise en place de parcours, la mise en place d'actions de prévention, comme on vous l'a dit. L'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions par les professionnels du territoire pour les patients du territoire. Depuis la réalisation de ce support, on est maintenant à 151 CPTS conventionnés. Voilà, vous avez le chiffre FREM et 149, 151, vous voyez, on est dans cette dynamique-là. Ça se développe sur le territoire. La DGOS avait recensé en fin décembre environ 580 projets de CPTS en cours de formalisation. Et ça monte en charge plus lentement que ce qu'on aurait pu espérer, mais sûrement, j'ai envie de dire, puisque progressivement dans le temps. Et maintenant, une grande partie des territoires ont commencé à se saisir du sujet. Comme vous pouvez le voir, il y a des CPTS dans quasi-totalité des régions. Et alors, vous avez certaines régions qui sont beaucoup plus en avance que d'autres, notamment, vous le voyez ici, proportionnellement à sa taille, le centre Val-de-Loire a un nombre de CPTS assez important. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est une région où il y a une démographie médicale qui, sur certaines spécialités, qui est très compliquée. Et ça a fédéré pas mal en fait des projets d'organisation entre les professionnels de santé. On a 640 pharmaciens dans notre dernier recensement qui participaient à des CPTS et on en a même une soixantaine qui sont porteurs de projets. Donc, on voit qu'il commence à y avoir une bonne adhésion des pharmaciens à ces organisations et on espère qu'après ce soir, elle sera encore plus grande. Voilà, on va essayer de vous convaincre de l'utilité de rejoindre ce type de réflexion. On a plus de 13 millions d'habitants qui sont maintenant sur un territoire couvert par une CPTS. Et en moyenne, la taille de la CPTS, c'est environ 90 000 habitants. Voilà. Donc, on vous a remis ici les montants financiers qui sont alloués au CPTS, en sachant que vous avez des montants fixes et puis ensuite des montants variables en fonction des objectifs que la CPTS s'est fixés et de l'atteinte ou non de ces objectifs. Mais le financement de la coordination peut aller de 220 000 euros à 450 000 euros pour les plus grosses CPTS en termes de bassin de population couvert. Les CPTS sont encadrés par un accord conventionnel interprofessionnel. Et c'est donc dans cet accord qu'ont été définis les financements qui seraient alloués par l'assurance maladie au CPTS. Donc, on vous rappelle, l'objectif, c'est vraiment d'être adapté aux situations locales, au plus près des besoins du territoire. La CPTS, c'est quelque chose qui est co-construit par les professionnels de santé avec la participation des caisses et de l'ARS et à une définition d'indicateurs en commun qui permet d'avoir ensuite une gestion partenariale du contrat. Et l'objectif, effectivement, derrière, c'est de pouvoir rémunérer les coûts structurels et le temps de coordination qui sont passés par les professionnels qui participent à la CPTS. On vous a remis les missions valorisées, mais que vous a détaillées Béatrice Clairaz tout à l'heure autour de l'amélioration de l'accès aux soins qui passe à la fois par l'accès à un médecin traitant, mais aussi par éventuellement la prise en charge des soins non programmés et donc l'organisation sur le territoire d'une réponse à un besoin de soins dans les 24-48 heures, la mise en œuvre de parcours professionnels autour du patient avec des thématiques qui sont choisies par la CPTS. Voilà, ça peut être un parcours autour d'une certaine pathologie, ça peut être l'organisation des sorties hospitalières, par exemple, des actions de prévention, bien entendu, qui doivent être mises en place par la CPTS. Et puis ensuite, Béatrice vous l'a dit tout à l'heure, des thématiques autour de la qualité et de la pertinence des soins, et puis l'accompagnement des professionnels de santé du territoire. Voilà, puisque c'est l'avantage de participer à une communauté, c'est qu'on n'est pas seul. Voilà, donc on peut développer des actions pour accompagner l'ensemble des professionnels du territoire.
L'assurance maladie a mis en place un dispositif qu'on appelle l'accélérateur, donc qui a démarré là en début d'année 2021 et qui commence à monter en charge. On espère pouvoir soutenir 200 projets l'année prochaine. Donc l'objectif, c'est de permettre à des porteurs de CPTS de bénéficier d'un soutien à la fois à la finalisation de leur projet et puis au déploiement pour les aider, entre guillemets, à franchir le cap, parce que souvent, l'idée de la CPTS germe, mais pour passer à la concrétisation, il y a un petit frein administratif, on va dire, une petite angoisse de la part des porteurs de projets sur les démarches à réaliser. Et je pense que Éric Mignon vous en parlera tout à l'heure, parce qu'il est passé par là. Voilà, donc là, l'objectif, c'est vraiment pour l'assurance maladie, à travers des ateliers, d'accompagner ces porteurs de projets et de les aider à formaliser leurs projets pour qu'ils puissent ensuite conclure leur accord et développer leur CPTS. Alors, on vous a mis quelques exemples sur l'investissement des pharmaciens en CPTS parce que souvent, parfois, les pharmaciens ont du mal à, entre guillemets, projeter quel pourrait être l'intérêt pour eux ou leur rôle au sein de la CPTS. Donc, on voit que par exemple en Île-de-France, mais c'est pareil, peut-être que M. Mignon nous en parlera mieux que moi, mais voilà, il y a eu des créations de groupes d'échange de pratiques entre les infirmiers, les médecins et les pharmaciens de la CPTS autour de la délivrance et de l'observance sur la prise médicamenteuse. La conciliation médicamenteuse est aussi un des sujets portés par les CPTS. Dans le centre Val-de-Loire, c'est aussi la conciliation médicamenteuse qui a été mise en avant, notamment en amont de l'hospitalisation. Voilà, on a un sujet de renforcement du lien ville-hôpital dans lequel la place du pharmacien est assez centrale. Voilà, notamment pour vérifier souvent, vous savez, quand un patient sort de l'hôpital, il a sa prescription hospitalière et puis il a sa prescription antérieure qui vit. Et la place du pharmacien pour faire en sorte que la iatrogénie soit réglée est assez centrale. Donc, ça, c'est typiquement des missions qui peuvent être portées par les pharmaciens au sein des CPTS. Et puis, vous voyez dans les Hauts-de-France qu'une réflexion a été mise en place sur l'utilisation d'un outil de traçabilité des traitements et de systèmes d'alerte pour éviter justement les interactions médicamenteuses et assurer la bonne observance par les patients. Voilà, je crois que j'ai fini ma présentation et donc je passe la parole à M. Mignon. Alors, merci Julie. Ce que je vous propose, c'est effectivement, Eric, que tu prennes la main et qu'ensuite on réserve pour la fin un temps d'échange de questions-réponses parce que j'espère, en tout cas, moi j'ai déjà plein de questions, donc ce sera plus simple de le faire après parce qu'il y en aura forcément pour l'un ou pour l'autre. À toi, Eric. Merci beaucoup. Merci Béatrice pour cette invitation. Merci Madame Poujon pour cette présentation claire et synthétique. Écoutez, merci à tous ceux qui sont présents. Je ne sais pas combien vous êtes, mais je vous félicite parce que 20h53, un vendredi soir, c'est la classe. Alors moi, si vous le souhaitez, je voudrais partager avec vous un peu notre expérience de CPTS. Alors on est une CPTS toute jeune, on vient juste de signer ce qu'on appelle l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel. Donc ça veut dire qu'on est juste au début. Même si c'est un projet qui était en gestation depuis 2 ans. Il a commencé en septembre 2019. Alors là, j'ai le choix de vous faire peur, de vous dire j'ai 70 diapos, mais en même temps, je suis plutôt quelqu'un qui parle vite et qui va aller à l'essentiel. Et il y a plein de choses qui ont été dites, donc ça va aller super vite. Et surtout, à la fin, on pourra faire le point sur les questions. Pourquoi intégrer ou créer une CPTS? Ça, c'est une bonne question. En fait, il y a un peu ce que j'appellerais les raisons classiques. Vous allez vous dire, et c'est logique, il y a quand même une ROSP, exercice coordonné de 420 €. Ce serait dommage de passer à côté. Donc, tout d'un coup, ça, je sais que ça intéresse quand même les confrères. On se dit, pourquoi pas y aller? Mais surtout, on pourrait se dire, ça a déjà été dit, mais c'est important, mieux connaître les professionnels de santé de votre territoire. En même temps, on les a jamais autant mieux connus que ces derniers temps en leur fournissant la solution hydroalcoolique, les masques et en s'organisant pour les vaccinations. Mais à l'époque, quand nous, on a commencé à travailler ensemble en septembre 2019, ce n'était pas encore le cas et c'était l'occasion de se dire qu'on pourrait ainsi mieux
coordonner les parcours de nos patients et puis faire de la pharmacie un vrai lieu de soins et un lieu de référence pour l'accès à certains soins de vos patients parce que vous l'avez compris, la CPTS, c'est aussi s'offrir avec ses confrères et avec les médecins, avec les autres professionnels de santé, un réseau qui nous permettra, dans le cas des soins non programmés pour nos patients, d'avoir des réponses plus rapides. Mais c'est surtout aussi, si on veut aller plus loin, avoir l'ambition de créer une CPTS qui vous ressemble parce qu'on est tous un peu différents. Moi, j'ai la chance de travailler dans une pharmacie où on s'amuse beaucoup sur tout ce qui est prévention, personnalisation des soins. On aime la préparation, on aime les soins vraiment spécifiques. Et je voulais que ça transparaisse dans ce qu'on pouvait proposer. Et donc, c'est pour ça que j'ai assez rapidement voulu un peu emmener avec moi un certain nombre de médecins et de professionnels de santé. Je vous dirai ensuite pourquoi et comment on fait. De participer à l'élaboration, à la mise en œuvre, de permettre un travail coordonné, d'offrir à nos patients un vrai réseau, ça c'est vraiment important. Et puis surtout, c'est l'occasion, on l'a vu, il y a des indicateurs, mais il y a aussi une liberté de choix dans les projets de santé, d'expérimenter des choses et des choses un peu plus amusantes qu'ailleurs, parce qu'on est sûr de ne pas être enquiquiné, et j'en parle sereinement, je fais partie d'un aussi, par les syndicats classiques qui, par leur défense habituelle, ne peuvent peut-être pas toujours permettre des actions interpro efficaces. Donc, qui sommes-nous pour faire très vite? Nous, dans notre CPTS, donc CPTS Paris 8, parce qu'on est dans la pharmacie dans le 8e arrondissement. Là, je n'avais pas le choix. Alors déjà, je n'avais pas le choix, mais comment je le sais? Déjà, quand vous êtes intéressé par une CPTS, le plus simple, c'est de contacter l'ARS en disant « je veux participer, je veux créer une CPTS » et de dire où vous êtes. Et là, c'est l'ARS qui vous dit en fonction de votre localisation, la CPTS, elle sera dans la ville, dans une communauté de communes ou à Paris, dans un arrondissement. Donc, les CPTS sont faites par arrondissement. C'est un débat qu'on pourrait avoir. Est-ce que c'est bien, pas bien? C'est comme ça, donc on fait avec, il n'y a pas de souci. Néanmoins, rassurez-vous, déjà, première chose qui est intéressante, c'est que dans les CPTS parisiennes, la nôtre qui a signé le 7 septembre, il n'est que la 6e à être lancée, mais il y a une vraie collaboration. C'est-à-dire que vous, très vite, vous rendez compte que les représentants, les présidents des autres CPTS sont hyper ouverts, pas du tout fermés. Donc, une envie, c'est de voir éclore d'autres CPTS, qu'on améliore réellement les soins non programmés et l'accès à des parcours de soins facilités pour l'ensemble des patients, quels que soient leurs revenus et leur situation. Et donc, vous avez très vite des échanges sur comment se structurer, comment mettre en place la recherche de son état de santé, on va dire, de son arrondissement, et comment aussi construire les statuts, les organisations. Parce que c'est quand même ça qui est un peu flou. Après, il faut le reconnaître. Pourquoi monter une CPTS, c'est intéressant? Soyons honnêtes, c'est, je pense, la première fois de façon claire que l'ARS et la CPAM mettent de l'argent pour qu'on puisse prendre le temps de travailler ensemble, de se rencontrer, de construire ce projet de santé. Alors, je ne vais pas vous mentir, nous, le projet de santé, on ne l'a pas construit seul. On a été chercher un prestataire. Il y a plusieurs prestataires qui existent. L'avantage, c'est qu'ils savent un petit peu chercher ce genre de données pour faire un état des lieux. Dans les 70 diapos, je vais vous montrer en 5 minutes, mais en 20 diapos, l'état des lieux du 8e. Ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes peut-être pas dans le 8e, mais c'est pour voir à quoi ça ressemble et comment ça vous aide ensuite à construire un projet de santé, sur quels critères vous pouvez rebondir. Et aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a un soutien de l'ARS et de la CLAM, financier et aussi humain, parce que vous avez des gens qui vous accompagnent, qui vous donnent des conseils, et c'est assez intéressant. Et avant de continuer à dire qui on est, j'insiste aussi sur des découvertes que m'ont amené cette création de CPTS, c'est que même si vous les fréquentez un peu, vous rencontrez à nouveau tout le monde médico-social, administratif, organisationnel de votre population qu'on ne maîtrise pas toujours très très bien et c'est assez intéressant. Il faut trouver le juste milieu parce qu'ils sont très contents de nous rencontrer aussi, donc ça peut être très chronophage, mais ils nous dépannent sur plein de trucs, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc, moi, quand j'ai voulu faire ma CPTS, j'ai trouvé ça super. Je suis allé voir, il y avait un centre médical en face de la pharmacie, donc ça tombait bien. J'ai dit, tiens, c'est super, j'ai un centre en face, on va pouvoir déjà construire un truc. On est deux, c'est un bon début. Là-dessus, nous sommes allés voir l'ARS en disant, voilà, nous, c'est super, la CPTS, on adore tout ce qui est organisé. Si vous voulez, on fait une CPTS Paris-Ouest. On les a beaucoup fait rire. Ils m'ont dit, non, c'est par arrondissement, il faut remballer votre idée. Il se trouve que la rue d'Amsterdam, dans laquelle je suis, est une rue qui coupe 2 arrondissements. Donc, le centre médical était dans le 9e. Donc, on a dit à cette personne-là, faites une CPTS dans le 9e. Et moi, on m'a dit, faites une CPTS dans le 8e si vous voulez en faire une. Donc là-dessus, je suis allé chercher, alors c'est vrai, de prime abord, des gens avec qui j'avais plaisir à travailler, c'est-à-dire le centre de santé et la santé, qui est un centre de santé accessible à tous, mais vraiment spécialisé dans la prévention et dans l'organisation de parcours de prévention pour les personnes qui le souhaitent. C'est vrai, vu le coût parfois souvent des dirigeants, mais ils ont une très bonne approche préventive. Un médecin généraliste qui avait l'intérêt de travailler dans le centre et la santé, mais aussi
au GHU de psychiatrie, donc il y avait une approche sur la psychiatrie qui est très, très souvent délaissée en médecine de ville et en prise en charge. Le centre Cœur et Santé du docteur Dany Marcadet, que j'avais aussi la chance de connaître dans un monde à côté, qui aime beaucoup trouver des solutions par le sport et par l'activité physique pour soigner les patients. Alors, vous allez me dire, oui, en tant que pharmacien, je ne vois pas l'intérêt. Oui, mais on peut très bien vendre des médicaments et avoir une vision plus large, ce n'est pas interdit. La pharmacie de l'Europe avec moi-même, et puis un collège des usagers avec Marie de Vavrin qui avait créé une association En avant la santé et qui, cette association avait l'habitude aussi de faire des parcours de prévention santé en entreprise sur le stress et la nutrition. Donc en fait, très clairement, nous, notre approche, c'était de dire, dans le 8e arrondissement, il y a 10 000 choses à faire, mais on avait envie de voir ce qu'on pouvait tester en prévention, parce que, je le rappelle, pour une fois, vous avez la possibilité d'avoir des budgets sur des parcours de santé sur lesquels on sera attendu sur des indicateurs, mais si on structure bien nos études et si on structure bien les rendus que l'on fera, c'est peut-être aussi l'occasion de faire réfléchir à de nouvelles prises en charge. Et puis surtout, suite à cette création, 2 ans après, on est maintenant 102 adhérents, dont 19 pharmaciens qui sont dans 10 pharmacies différentes. On a récupéré, en plus des 5 créateurs de projets, une demi-douzaine de personnes, c'est déjà ça, super motivées pour nous accompagner, dont une sage-femme qui va mettre un projet périnatalité, des pharmaciens, des médecins et des kinés. Et surtout, on a la chance d'avoir enfin une coordinatrice, parce que ça prend un peu de temps d'organiser tout ça, qui en plus est une infirmière en pratique avancée. Donc ça, j'en reparlerai après. Pour nous, c'était hyper important d'avoir ce profil-là pour pouvoir offrir nos parcours de soins en toute sérénité pour tous les acteurs. Voilà, les infirmières de pratique avancée, j'avais déjà trouvé ça intéressant, mais là, c'est parfait. Si vous voulez proposer à des médecins de participer à des programmes autour de leurs patients, l'infirmière, vous êtes sûr, vous leur rendez leurs patients, vous leur piquez pas, c'est tout bête, mais c'est important. Donc, ils sont contents, ils sont rassurés, et c'est que du plus pour eux et pour leurs patients. Les principes, on les a vus, approche populationnelle, prise en charge, travail coordonné, nouvelles solutions, champ transversal, vous avez vu, je peux faire des diapos très vite. Les missions SOC qu'on a déjà vues, qui ça concerne tout le monde, donc le pharmacien est concerné à la base. Donc de toutes les façons, j'espère qu'à 21h31, quand on aura fini, vous allez tout de suite essayer de savoir s'il y a une CPTS dans votre région et comment l'intégrer. Vous n'avez rien à perdre, il va falloir qu'on y participe si on veut offrir un exercice coordonné malin pour nos patients et offrir des choses. Échelle territoire, conditions d'exercice, réseau, attractivité, l'accès aux médecins traitants, qualité et rapidité de prise en charge, accès à tous les professionnels nécessaires au parcours de soins. Pour nous, c'est important. Quand vous avez, quand c'est une réalité que vous êtes dans le 8e arrondissement, que vous avez besoin parfois de mettre en place soit des soins spécifiques type dentaire ou soit des soins spécifiques type examen complémentaire, radiologie, IRM, scan, si on n'a pas capacité à négocier avec les acteurs de l'arrondissement pour dire, écoutez, dans le cadre de la CPTS, si je vous envoie des patients, il faudra me les prendre sans dépassement, très vite, vous êtes bloqué dans votre prise en charge. Et dans le 8e, c'est comme ça. Il se trouve qu'on n'a aucune structure hospitalière publique, mais vraiment aucune. Donc, il va falloir qu'on s'organise entre nous, quitte demain à créer des contractualisations avec d'autres structures. Ça, on va voir comment on s'organise. Bien évidemment, offrir une offre de soins et de prévention, ça, c'est vraiment important. Et comme ça, pour les patients, avoir une approche plus efficace. Le programme, en gros, c'est celui-là. Il a été réalisé, mais je vous remets en 2 secondes. Quand on se dit je monte une CPT, je vous rassure, ce n'est pas pour demain. Il faut se projeter, il faut s'offrir un peu de temps, il faut prendre le temps de se rencontrer. Il faut, comme je vous l'ai dit, d'abord contacter l'ARS et l'assurance maladie pour savoir s'il y a déjà une CPTS dans votre zone, quelle est votre zone et qui est déjà concerné. Si quelqu'un a déjà fait un vœu, on va dire, de participation à une CPTS, vous aurez la chance et l'obligation de travailler avec lui, ce qui est normal. Donc, c'était aussi ça, un peu ma motivation. Je me suis dit, premier arrivé, premier servi. Je pourrais peut-être plus facilement pousser quelques idées, sachant qu'on le dit, on le redit, on a déjà organisé plusieurs webinaires, parce que la période n'était pas trop aux rencontres physiques. On est tout à fait ouvert à ce que les gens nous rejoignent. Et bon, là, avec des pharmaciens, mais je fais toujours un appel à candidature. Par exemple, je n'ai malheureusement pas de kiné impliqué dans un vrai projet de kinésithérapie et autour de la kinésithérapie, éventuellement pour les programmes de rétablissement Covid long. Donc voilà, on cherche encore des nouveaux acteurs motivés pour nous rejoindre. Ensuite, l'ARS vous dit si oui ou non vous êtes entre guillemets, retenu et avec qui pour construire ce projet. Vous élaborez, vous validez votre projet de santé. Alors, ça peut faire peur, hein, c'est du boulot, c'est des choses à faire, c'est plein de choses à écrire. Un, c'est hyper intéressant. Deux, je le rappelle, il y a un budget, vous êtes aidé et il y a des prestataires qui font ça plutôt bien. Et ensuite, vous signez un accord cadre interconventionnel. Et là, ça rigole encore moins parce que là, vous avez des objectifs à 6 mois, à 1 an. Mais en même temps, si ce n'est pas pour faire quelque chose de structuré avec des indicateurs, ça n'avait pas d'intérêt. Il y a un outil qui est super. Vous pouvez aller voir sur l'outil Raizone. Vous tapez Raizone Amélie ou Raizone CPTS.
Et ça va vous dire déjà dans votre zone, autour de chez vous, ce qui existe. S'il y a déjà alors, il n'est pas tout à fait à jour, hein, je suis très déçu, notre CPTS n'est pas encore dessus, mais ça va bientôt arriver. Mais il vous dit déjà quelles sont les structures présentes, les pharmacies, les labos, les maisons de soins, tout ce que vous connaissez sûrement, mais qui vous permet de le savoir et surtout quand vous travaillez sur votre diagnostic de santé, d'oublier personne. L'idée, c'est souvent d'aller voir quelques acteurs clés pour savoir quelle est leur perception de la zone. Alors, excusez-moi, je vais souvent parler d'arrondissement, parce que moi, c'était un arrondissement, et de ce qu'il faut mettre en place. Nous, ça nous a permis de sortir des informations sur la population du 8e arrondissement et tout endroit est très disparate, tout endroit est très différent, mais le 8e, c'est vraiment le cas. J'ai la chance de travailler, je trouve que c'est une chance, sur une rue qui est une rue très mixte. La rue d'Amsterdam est une rue très populaire avec des bureaux, des habitants, il y a vraiment de tout. Mais l'arrondissement est très, très particulier. J'ai été assez surpris de la forte part de jeunes de moins de 30 ans, 40%. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Après, c'est assez logique, hein. Malheureusement, les jeunes ne vont pas assez en pharmacie, donc on ne les voit pas assez. Mais ils étaient beaucoup plus présents que ce que j'imaginais. Bon, une très faible densité, une répartition inégale dans les différents quartiers, beaucoup de bureaux. Tout ça, on s'en doutait. Ce dont on ne se doutait pas trop, c'est un taux de pauvreté parmi les plus importants de toute la ville de Paris, avec aussi un taux de richesse médiane le plus important. Donc, un vrai arrondissement avec des vraies inégalités, ça aussi, ça fait un challenge assez intéressant. Donc tout ça, je ne vais pas vous faire la population. Un point clé quand même, les CPTS, et ça c'est plutôt bien, sont rattachés à des terrains et des bassins de population. OK. Sauf que nous, on est 38 000 habitants pour pas loin de 180 000 employés. C'est-à-dire que le 8e arrondissement a 4,6 fois plus d'emplois que d'habitants. Le trafic quotidien de la gare Saint-Lazare, qui se trouve être dans le 8e arrondissement, c'est 10 fois la population de l'arrondissement. Or, la CPTS, et ça c'est un point, j'en profite, hein, dès que j'étais représentant officiel pour le dire, n'est là soi-disant que pour s'occuper de la population résidente, c'est bien, mais il va quand même falloir qu'on réfléchisse un jour à l'ouvrir de façon peut-être un peu plus large, parce que c'est aujourd'hui une habitude de vie, alors même s'il y a eu beaucoup de télétravail, mais les gens ont tendance quand même à pouvoir souvent plus facilement se soigner près de leur domicile, enfin près de leur lieu de travail, pardon, que près de leur domicile. Donc, il faudra intégrer ces données-là pour le suivi. Je vous passe tout ça pour aller très, très vite parce que c'est l'arrondissement. Les besoins de santé, on en reparlera si vraiment ça vous amuse. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ces données vous permettent de savoir éventuellement les prévalences d'ALD que vous avez et de voir que finalement, si je regarde, alors je n'ai pas toujours par arrondissement, mais sur Paris, il y avait des vrais marqueurs sur la psychiatrie, sur le diabète et sur le VIH. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces thèmes comme étant les premiers thèmes porteurs de notre CPTS. L'offre de santé, vous pouvez la trouver, on vous aide à la trouver, ça vous permet vraiment d'y voir clair, vous vous rendez compte. Alors, on est super content, on a doublé la mise, on est passé de une sage-femme à deux, qui a vraiment des choses très disparates. Sage-femme, c'est une catastrophe. Des spécialistes, j'en ai 421, c'est super, on pourrait faire des tas de choses avec. Bon, le problème, c'est que j'en ai 82% de tous mes médecins qui sont en secteur 2. Donc, ça ne va pas être simple non plus pour les embarquer tous dans une activité de soins coordonnés. J'ai même pas 20% de mes médecins qui sont en secteur 1, alors que c'est donc 2 fois moins que la moyenne parisienne. Donc, sous une offre de santé pléthorique, se cache quand même un besoin d'aller stimuler les acteurs les plus volontaires pour créer des réseaux de soins efficaces. La densité des généralistes, des spécialistes, des sages-femmes, tout ça, vous avez plein d'infos. Ça vous permet vraiment de situer votre arrondissement, votre zone, et ça, c'est hyper intéressant de le construire parce que vous découvrez pas mal de choses. Des centres de santé qui sont très peu nombreux, surtout quand on les compare par rapport à la taille de la population et à la taille de la population circulante, avec beaucoup de soins dentaires. Ça, c'est un bon endroit pour un mal aux dents, mais pas tant que ça de soins médicaux. Et quand on le positionne sur une carte, on voit que c'est très, très faible. On n'a aucune maison de santé pluridisciplinaire, on n'a aucune structure d'hospitalisation publique et on n'a qu'une clinique et demie, on va dire, qui fait que la chirurgie esthétique. Donc là aussi, pas beaucoup d'acteurs pour les soins les plus complexes. Donc, il va falloir qu'on regarde comment on organise ça à l'avenir. La concentration en centre de labo, d'imagerie et d'officine est plutôt bonne. Ça, on n'était pas inquiet, mais ça tombe bien, ça permet de rencontrer plein de confrères aussi. 4 cliniques privées, mais elles ne sont pas toutes si efficaces que ça. Très, très peu d'offres en termes d'EHPAD, 0 EHPAD, juste une résidence autonomie. Donc là aussi, à voir comment on va pouvoir gérer ça dans l'avenir. Donc voilà, on a pu identifier les besoins, on a élaboré un projet, on est en train de contractualiser. Concrètement, qu'est-ce qui s'est fait? On a écrit un projet de santé. On a fait 2 webinaires avec l'ensemble des acteurs des professionnels de santé. À chaque fois, on avait entre 40 et 60 personnes présentes. Mais surtout, vous échangez avec l'ARS, la CPAM, vous échangez avec la mairie de votre arrondissement, la mairie centrale, la M2A, donc la maison des aidés, des aidants,
les XAPA, les URPS, les différentes associations comme AIDS ou toutes celles qui sont présentes sur votre territoire. Et ça fait des rencontres assez intéressantes. Ça vous permet aussi de bénéficier de soutien, de réseaux et d'organisation parfois pour vos patients. C'est très, très intéressant. On a été énormément aidé par la mairie, soyons clairs. Et donc, quand il a fallu mettre en place le centre de vaccination, on a pu être très réactif. Et donc, on a une bonne répartition des tâches. La mairie nous a filé les locaux. La CPTS s'est occupée d'organiser l'ensemble des professionnels de santé. Et on a fait un nombre incroyable, important de vaccinations, bien supérieur à la population résidente. Voilà, donc là aussi, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il va falloir regarder comment on fait tout ça. Notre projet de santé, en 2 mots, c'est bien évidemment améliorer l'accès aux médecins traitants, surtout que dans le 8e, ce n'est pas un 20 mots. La moyenne est à peu près de 10% des plus de 17 ans qui n'ont pas de médecin traitant. Chez nous, c'est 19. Donc, alors, après, on a une population quand même particulière. Mais j'ai envie de dire, notre job, ce sera d'aller chercher ceux qui veulent un médecin traitant. Si j'ai une population aisée qui n'en a pas besoin, j'ai envie de dire, libre à elle. Mais par contre, on l'a vu, on a de fortes inégalités et on a beaucoup de personnes en situation irrégulière qui auront besoin d'avoir accès à un médecin traitant. On a beaucoup de personnes qui ont des difficultés. Donc ça, il va falloir qu'on le fasse. L'amélioration des soins non programmés, ça va être assez intéressant aussi. Et donc là, aujourd'hui, on en est là. Comment est-ce qu'on construit ces choses-là, sachant qu'on est aussi en train de finir, entre guillemets, le centre de vaccination. Notre centre de vaccination a réintégré le centre de vaccination du 9e aussi, parce qu'on l'a tous remarqué, pour ceux qui travaillent dans les centres de vaccination, depuis un mois, l'activité est quand même moins forte, donc il faut réorienter les ressources humaines de façon à les rendre plus efficientes. Donc le centre de vaccination du 9e a rejoint celui du 8e. Ça tombe bien, ça permet déjà aussi de faire des premières unités entre CPTS pour faire des retours d'expérience et peut-être demain améliorer les accès aux soins. Et donc, on est en train de travailler maintenant sur comment prouver qu'il n'a pas de médecin traitant. Et là, le pharmacien a un rôle hyper essentiel. Notre objectif à partir de décembre, ça va être que toutes les pharmacies impliquées dans la CPTS et toutes les autres posent des questions pour savoir si le patient a bien un médecin traitant, ce qu'on ne sait pas toujours. Et maintenant, on aura enfin une coordinatrice, un début d'offre de soins pour offrir des solutions. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Travailler bien évidemment sur les soins non programmés. On a 2 beaux programmes de santé, un parcours sur la prise en charge des patients souffrant de pathologies psychiatriques et dont on se rend compte qu'on s'occupe beaucoup, et c'est logique, de l'approche psychiatrique de ces patients-là, mais ils ont souvent beaucoup de pathologies cardiaques et respiratoires et cardiovasculaires associées. Donc, c'est de faire une analyse précise de leur comorbidité pour accompagner là aussi leur prise en charge et préserver cette population fragile. On a un très beau projet aussi de parcours en ambulatoire pour les patients atteints de pathologie cardiovasculaire avec l'AFD, l'Association française de diabétique. Et là, par exemple, c'est là où l'IPA prend toute sa place, notre infirmière en pratique avancée. Elle pourra faire des programmes d'éducation thérapeutique, elle pourra emmener les patients sur les marchés pour leur montrer comment est-ce qu'il faut acheter et comment il faut faire ses courses, comment il faut cuisiner avant même de comprendre comment on utilise les traitements. On a des beaux programmes de prévention qu'on est très fiers de mettre en place. Avant que la loi évolue sur la prescription de la PrEP, l'association AIDS avec qui on avait travaillé souvent nous avait fait part de ses difficultés à trouver des médecins prescripteurs. Donc, on voulait construire rapidement un réseau. Maintenant, la législation est un peu plus simple. Néanmoins, trouver des médecins spécialisés, formés, vers qui on peut réorienter quand il y a des questions et des besoins n'est pas si simple. Donc, ça reste un des projets qu'on essaye de mettre en place. Et là, c'est intéressant de voir que des associations, quelles qu'elles soient, sont assez contentes de pouvoir assez rapidement elles aussi bénéficier de ce réseau de médecins vers qui réorienter. Donc la CPTS et elles ont tout de suite fait des partenariats assez efficaces. On attend avec impatience que nos 2 sages-femmes un peu débordées mettent en place un parcours en périnatalité, parce qu'on a vu, on a une population jeune, on ne voudrait pas les abandonner. Ensuite, bien évidemment, le pharmacien, il est tout à fait là en étant présent pour montrer à quel point il peut participer à tous les niveaux, information, action demain, dans tout ce qui est campagne d'information, dépistage et vaccination. Donc, c'est intéressant de venir dans vos CPTS pour montrer, là, c'est du concret, que très clairement, et les professionnels de santé, quand vous en parlez localement et non pas nationalement, ne sont pas du tout fermés à ce qu'on puisse les accompagner dans un maximum de vaccination pour les décharger sur des soins plus importants, pour accompagner nos patients dans le suivi des carnets de vaccination. Donc ça, il n'y a aucun souci. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir rapidement discuter. Et si on les organise intelligemment, on pourra peut-être comme ça pousser au niveau national pour avancer plus vite dans des offres que le pharmacien pourrait offrir et qui seraient pertinents dans notre exercice et dans la prise en charge des patients. Des grands rendez-vous santé, des échanges avec nos stagiaires, entre nos stagiaires pour se découvrir, surtout la recherche aussi de locaux pour attirer de nouveaux médecins, de nouveaux libéraux pour que l'offre reste attractive.
Être un professionnel de santé dans un système contraint économique avec des tarifs réglementés, quand le foncier et les charges sont élevés et que les charges de l'ensemble de vos équipes sont élevées, c'est une gageure, c'est compliqué. Là aussi, il va falloir qu'on trouve des solutions et des aides et qu'on fasse remonter ce genre d'informations. Rassurer les professionnels de santé sur le fait que l'adhésion ne leur coûte rien. On a juste envie de beaucoup de bonne volonté. Je vous l'ai dit, travailler avec l'équipe territoriale de toute la mairie centrale, les mairies, la maison des aidés, des aidants, les représentants des usagers, ça fait quand même grandir votre approche par rapport à ce que vous pouvez offrir et par rapport aux attentes de vos patients qui ne ressortent pas toujours dans les échanges au comptoir. Travailler un petit réseau, voilà, on n'est pas mécontent, on est 102, c'est un bon début. Ensuite, il y a des financements, c'est une chose. Après, vous verrez, ils sont plus compliqués qu'ils en ont l'air, mais au moins ils sont présents. Et après, libre à nous de mettre en place des projets pour que ça marche. Petit exemple tout bête, il y a un budget qui est prévu de 50 000 € pour une coordination dans une petite CPTS. Quand vous prenez les prestataires, les premiers devis sont à 60 000. Il y a des choses qu'il faut regarder, mais voilà, ce sont des points de marge. Réfléchir à votre gouvernance. Une CPTS, c'est quand même les libéraux pour les libéraux. Donc, assurez-vous toujours que les libéraux soient majoritaires dans les décisions, mais il faut intégrer, pour avoir des décisions pertinentes, locales et efficaces, des collèges des usagers, des collèges d'administration avec les mairies, les M2A, le médico-social. Il faut vraiment qu'ils soient présents parce que ça sera aussi un excellent relais d'information et de communication de votre CPTS vis-à-vis des patients. Et pour les pharmaciens, rien ne vaut une bonne CPTS pour mettre en place de la dispensation protocolisée ou des pharmaciens correspondants efficaces. Là, il n'y a pas de blocage. On attend juste que les papiers sortent. D'ailleurs, pour le pharmacien correspondant, moi, j'ai déjà plein de patients qui sont prêts et plein de médecins qui sont prêts à ce qu'on travaille ça ensemble. Écoutez, merci à vous. Et je ne sais pas si vous avez des questions. On me dit qu'il faut que j'arrête, donc je me tais, je repasse la parole. Au moins, c'est radical. On me dit, il faut que j'arrête. C'était très riche. Je crois qu'on aurait pu continuer à t'écouter, Eric, tellement on te sent enthousiaste sur ce projet-là. En tout cas, ce qui ressort, et à titre personnel, je me suis également engagée dans une CPTS, c'est que ça nous ouvre le champ des possibles. Ça, c'est le premier point, et je pense qu'on peut vraiment on va dire le mot s'éclater dans une CPTS quand on a des projets comme ça en tête. Et que je crois qu'il faut y aller, il faut foncer. Alors, on a beaucoup de questions et peut-être, Julie, pour vous, une question parce que vous nous avez parlé des chiffres tout à l'heure et de l'investissement des pharmaciens dans les CPTS. On sait que lorsqu'il faut faire quand on crée une CPTS, de toutes les façons, il faut un médecin généraliste. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les chiffres des médecins généralistes impliqués dans les CPTS ? Alors, oui, mais malheureusement, je ne l'ai pas pour vous le communiquer maintenant. Mais c'est quelque chose que je pourrais vous faire passer si ça intéresse les participants pour que vous puissiez leur communiquer. Oui, on a le profil des professionnels de santé. C'est effectivement beaucoup de médecins Oui. qui sont aujourd'hui impliqués dans les CPTS et ils sont souvent porteurs de projets aussi, mais pas que. D'accord, ok. Et du coup, Eric, dans ton cas, tu as été moteur Oui. ou vous étiez deux dès le départ? Non, c'était un peu moi le moteur, mais j'ai réussi à. Parce qu'après, je suis comme. Voilà, le centre Bernoulli et le centre et la santé, on se connaissait bien. Donc, tout de suite, j'ai réussi à les emmener avec moi. Et eux, gentiment, m'ont dit, m'ont proposé la présidence, parce que c'est quand même un peu moi qui ai un peu poussé tout le monde à construire cette CPTS, à aller de l'avant. Mais après, c'est pas grave. Enfin, c'est pas gênant d'être pharmacien, au contraire. Enfin, encore la semaine dernière, on a une réunion nocturne avec les urgences médicales de Paris, SOS Médecins, le SAMU, pour voir comment on allait organiser les soins non programmés. Ils sont assez contents d'avoir autre chose que des médecins pour qu'on donne aussi notre retour d'expérience, nos capacités, ce que l'on peut faire, pas faire et comment on peut les aider. Après, il y a ce qui reste médical, mais c'est quand même assez intéressant pour eux et je pense pour tout le monde. De toute façon, c'est de l'interpro, donc il faut tous Bien y aller. sûr. Bien sûr. Après, bon, c'est vrai que comme dans tous les projets, il faut des leaders pour que les projets avancent. Et effectivement, souvent, il y a un tandem médecin-pharmacien. C'est globalement quand même ce qu'on voit. Peut-être un point qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui est quand même un point fondamental, je pense, enfin j'en suis convaincue dans les CPTS, c'est qu'on a bien compris donc qu'on allait se coordonner et qu'on allait échanger des informations concernant nos patients. Donc, quid de l'outil d'information, puisque avec la réglementation aujourd'hui, les RGPD, nous devons d'utiliser des messageries sécurisées. Donc, peut-être vous entendre d'abord Julie, puis Eric, ton expérience personnelle dans ta CPTS.
Oui, alors, vous le savez, hein, dans le cadre du Ségur de la santé, il y a un volet Ségur numérique sur lequel il y a un investissement fort qui est mis par les pouvoirs publics pour développer l'espace numérique en santé et espace numérique en santé qui va apporter des messageries sécurisées pour les professionnels et pas uniquement chez les médecins, chez la quasi-totalité des professionnels de santé. Donc, il y a des négociations qui vont s'ouvrir. Il y a d'abord eu un gros travail de fait avec les éditeurs. Il y a ce qu'on appelle des task force qui ont été mis en place par la direction du numérique en santé du ministère, et d'ailleurs celle sur les pharmaciens, je crois, commence là ces travaux. Donc, ils ont pris les professions, entre guillemets, un peu les unes après les autres, parce qu'ils ne pouvaient pas mener de front tous les chantiers, mais l'objectif, effectivement, c'est bien de définir les besoins propres à chaque profession et ensuite de regarder comment on intègre tout ça dans les outils de l'espace numérique. Et ensuite, on signera des accords pour regarder comment on finance l'usage. Voilà, et comment on valorise l'usage de ces outils par les professionnels de santé à travers des forfaits assez classiquement en général. Donc voilà, donc ça c'est des travaux qui sont en cours et avec ensuite en cours et un peu devant nous quand même, pas. Voilà, il va y avoir encore un petit peu de temps pour travailler là-dessus. Mais effectivement, normalement, l'espace numérique en santé va quand même fluidifier grandement les échanges entre professionnels de santé et voire entre le patient et les professionnels de santé. Voilà. Après, je crois qu'il y a des éditeurs de logiciels qui se sont positionnés pour offrir des solutions logicielles dans le cadre des exercices coordonnés. Alors, je sais que ça existe chez les maisons de santé. J'avoue que je connais moins l'offre existante pour les CPTS, si elle a déjà été développée ou pas, qui permet d'avoir des partages d'agenda, des partages de documents, tout ça dans un environnement sécurisé, évidemment, pour répondre aux conditions de confidentialité. Mais s'il n'est pas encore développé, c'est un marché qui va par définition se développer. D'accord. Alors, Eric, toi, Oui, le marché est en cours. Et puis après, déjà, les CPTS elles-mêmes sont intégrées dans les réunions de Terri-Santé pour mettre en place l'ensemble de ces outils demain mis en place par l'État et donc, on espère, interopérables et faciles et efficaces. Néanmoins, là, c'est une vraie question. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé à regarder quelques prestataires. J'ai demandé à la coordinatrice de les revoir tous, de trouver les avantages et les inconvénients de chacun. Mais surtout, quand vous êtes dans le 8e arrondissement, l'idée, ce n'est pas d'aller chercher un outil qui, demain, ne sera peut-être pas interopérable avec le 9e, le 18e, le 17e. Donc, il faut en même temps, ça va se mettre en place doucement, mais sûrement. Mais surtout, il faut essayer de travailler une coordination au sein des exercices coordonnés. C'est un peu drôle, on ne s'en sort pas, mais sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais déjà, la première phase de construction du réseau se fait essentiellement par du contact. On a d'abord besoin d'avoir un réseau avant de trouver l'outil et on le trouvera. Et sinon, j'ai un peu envie de dire, je sais que c'est enregistré, mais on trouvera des solutions qui seront efficaces autant que possible et sécurisées autant que possible. Mais oui, bien sûr. Donc ça, c'était quand même un point important parce que ça fait partie des recherches et du travail qu'il faut effectuer quand on va se lancer dans une CPTS. Et justement, Eric, ça représentait quelle charge de travail pour toi, la construction de cette CPTS? Un petit peu quand même. Il faut trouver encore un peu de créneau dans les week-ends parce qu'il faut le faire. Après, au début, il faut déjà un peu d'envie, il faut juste l'envie. Quand vous avez l'envie, vous arrivez assez rapidement autour d'un café ou d'un déjeuner à convaincre quelques autres acteurs pour ne pas être tout seul, parce que sinon ça ne marche pas. Après, c'est des webinaires en soirée, donc c'est toujours pareil, c'est du temps qui peut se trouver. Ensuite, il y a pas mal de travail réglementaire sur la gouvernance, sur l'écriture du projet. Mais là aussi, si le prestataire avec lequel vous travaillez, les choses ont été bien claires dès le début et qu'il ne vous abandonne pas au milieu du gué parce qu'il n'y a plus de budget, on peut avancer aussi. Mais il faut être assez vigilant là-dessus. J'ai cru voir qu'il y avait une question pour savoir où est-ce qu'on trouve ces prestataires. Là, je vous rassure, les ARS, quand je vous dis ne nous laisse pas tout seuls, quand vous allez voir votre ARS et qu'elle vous dit « Ok, je veux bien vous retenir pour un projet », donc ce qu'on appelle une association de préfiguration de CPTS, elle vous donne l'ensemble des acteurs prestataires qui ont déjà travaillé sur des CPTS. Donc, vous pouvez appeler les acteurs, vous pouvez appeler les CPTS qui les ont utilisés. Voilà, bon, moi je ne vais pas vous cacher, on les a tous appelés, il n'y en a aucun qui nous a convaincus parce qu'il nous paraissait trop administrativo-centré et classique, donc on a été prendre un autre prestataire pour qui c'était la première CPTS, et ils ont été plutôt très bien, très dynamiques, avec une approche un peu plus large, et ça nous a très bien convenu. Donc maintenant, je ne sais pas si peut-être pourrait-il en faire d'autres.
Bien sûr. Alors, il y a une question qui arrive à point nommé, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un investissement là, à donner pour démarrer tout ça, s'investir dans les projets, investissement, on va dire, non rémunéré, hein, ça fait partie du jeu quand on veut s'investir là-dedans. Mais quel est l'intérêt économique pour la pharmacie? Alors, moi, je peux peut-être apporter un élément de réponse et puis peut-être sous couvert, là encore, Julie, vous pourrez compléter, puis Eric ensuite. Tu l'as un petit peu évoqué, Eric, c'est qu'au sein des CPTS, on va pouvoir travailler sur des protocoles de prise en charge des patients, comme par exemple la délivrance de médicaments à prescription médicale obligatoire dans certains types de pathologies. Et du coup, là, il y aura une rémunération. On a parlé de la notion qui n'est pas beaucoup connue de pharmacien correspondant. Là aussi, au sein de la CPTS, ça prend tout son sens. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui ont un intérêt pour la pharmacie, parce qu'effectivement, c'est une vraie question. Et du coup, Julie, ça pose la question du financement de ces CPTS à terme. Voilà, c'est quoi l'avenir pour les pharmaciens dans les CPTS, aussi bien en termes de nouvelles missions qu'en termes économiques? Alors, oui, il y a effectivement. Alors, on le voit, hein, aujourd'hui, on se dirige vers une valorisation du rôle du pharmacien qui va sur des nouvelles missions de santé publique. On l'a vu avec la crise, là, le rôle du pharmacien en premier recours de soins dans des pharmacies qui sont restées ouvertes dans les différentes phases épidémiques, qui ont permis de délivrer des masques, de faire du test, de faire de la vaccination. Je pense que ça a bien conforté le pharmacien dans ce rôle de prévention et de premier recours qu'il joue au quotidien auprès des patients. Donc ça va continuer à être valorisé. Et au-delà, on a un sujet d'articulation, effectivement, de meilleure articulation entre les professionnels, avec des missions qui commencent à être reconnues, comme la dispensation adaptée, le rôle du pharmacien correspondant qui va pouvoir, là aussi, adapter une prescription ou adapter une posologie avec l'accord du médecin traitant, mais à condition qu'il participe dans un même exercice coordonné, qui est le gage qu'ils se connaissent et qu'ils communiquent, et que le médecin traitant, entre guillemets, et le pharmacien sont dans une relation de confiance, avec un retour d'information qui permet effectivement que tout ça soit fait dans des conditions de sécurité. Et on voit bien que c'est des exercices coordonnés qui permettent ce type de pratique dans de bonnes conditions, et qui permettent aussi d'ailleurs aux prescripteurs d'adhérer à ces, entre guillemets, protocoles, hein, ou délégations. Donc, c'est à l'avenir, hein, sortir d'un exercice isolé et s'inscrire dans une communauté professionnelle, ça permet aussi aux pharmaciens potentiellement de développer des actions qu'il ne pourra pas nécessairement faire s'il reste en exercice isolé. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, du côté de l'assurance maladie, effectivement, dans le cadre de la réflexion sur la future convention, on réfléchit à comment accompagner financièrement le développement de ces missions chez les pharmaciens. Le temps passé par le pharmacien dans l'exercice de ces nouvelles missions, comment on le valorise, effectivement, ça fait partie des réflexions qui sont ouvertes dans le cadre de la future convention. Tu veux peut-être compléter, Eric, sur l'intérêt? Un exemple concret, quand il y a eu justement quand on a le budget pour créer l'analyse du territoire, un certain nombre de prestataires vous disent tous, bah voilà, soyons clairs, il y a un budget de 30 000, bah moi je vous fais l'offre, mais c'est 30 000. Nous déjà, c'était pas tenable, parce que l'idée c'était de dire, il y a des acteurs qu'on va faire travailler, et donc on a estimé qu'on pouvait accorder que 80% de ce budget-là aux prestataires pour pouvoir rémunérer les médecins, les pharmaciens, tous ceux qui passent du temps à rechercher des informations, à créer le réseau, à construire les statuts. Et donc, on a défini une petite rémunération de 40 € de l'heure. Alors, vous me direz, ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même la première fois où ça permettait de dégager au moins une non-perte trop importante de revenus sur le temps passé. Après, il y a un moment, je crois que dans le métier, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut demain positionner le pharmacien clinicien en cœur de métier et montrer qu'on est capable d'adapter, de traiter le patient de façon plus large que ce qu'on fait aujourd'hui, bah, il faut payer pour voir un moment. Donc, il faut y aller, il faut sortir du comptoir, il faut aller rencontrer les acteurs, il faut leur montrer, leur expliquer tout ce qu'on sait faire. Et souvent, ils en découvrent pas mal. Donc, ça vaut la peine aussi de le faire parce que c'est assez intéressant. Et après, ça dépend aussi des équipes, mais moi, ça a eu un effet assez booster aussi sur l'équipe. L'équipe est contente de voir qu'on construit ce genre de choses, qu'on va faire. On sort un petit peu, même des missions actuelles qui sont sympas, les tests et les vaccins, mais qu'on prévoit des nouveaux projets pour les patients.
Et il y a des patients pour qui c'est hyper enthousiasmant de voir qu'ils vont être pris en charge non seulement par un pharmacien qui les accompagne comme d'hab, mais qui demain aura en plus 2-3 cartes à son arc pour la prise en charge de leur pathologie ou de leur traitement si ça se complique sur un axe ou sur un autre. Et puis peut-être aussi un point qui peut se développer dans les CPTS avec une rémunération peut-être différente de ce qui existe aujourd'hui. Et là, pareil, Julie, si vous pouviez intervenir, la téléconsultation et la téléexpertise. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la téléexpertise se fait de médecin à médecin. On pourrait imaginer qu'au sein des CPTS, le pharmacien puisse aussi solliciter à un moment donné un spécialiste et avoir une téléexpertise. Alors maintenant, la téléexpertise a été ouverte récemment dans les textes. Donc en réalité, tous les auxiliaires peuvent être requérants, mais seuls peuvent être requis une profession médicale. Voilà, donc ça s'ouvre un peu, effectivement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train d'intégrer dans les négociations avec les différentes professions de santé. Voilà, pour valoriser ce nouveau rôle de requérant qui s'est ouvert. Et de la même façon qu'on a revalorisé le rôle de l'expert requis dans le dernier avenant signé avec les médecins. Donc ça s'ouvre un peu. Sur les téléconsultations, on a plusieurs sujets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'un échange prochain, voilà, nous on a un sujet sur le développement de la téléconsultation dans de bonnes conditions de qualité et donc de pouvoir discriminer un petit peu de la téléconsultation qui serait faite par exemple en télécabine en pharmacie parce qu'il y a un professionnel de santé qui peut effectivement aussi accompagner le patient d'une télécabine qui serait positionnée au milieu du supermarché par exemple. Voilà, donc je pense que ça fait partie des sujets de conversation qu'il faut qu'on ait d'ailleurs de manière assez large, y compris avec les élus locaux qui sont souvent très allants sur l'installation de ce type de solution, mais pas toujours de manière raisonnée pour l'amélioration de la prise en charge des patients. Même si c'est des solutions qui permettent souvent d'offrir un accès aux soins dans des situations où il n'y en a pas toujours quand il n'y a pas de professionnels à proximité géographique, notamment pour certaines spécialités, voilà, mais parfois même malheureusement pour les médecins généralistes. Donc c'est quelque chose dont on accompagne le développement, mais sur lequel on reste vigilant à ce que ça se fasse dans des conditions qui sont des conditions à la fois de déontologie et de sécurité et de qualité pour le patient. Écoutez, merci à tous les deux. L'heure touche à sa fin. On a répondu à pas mal de questions. Merci Eric, parce que je sais que ce n'était pas prévu et que tu as fait tout ce qu'il fallait pour être présent avec nous ce soir. Et heureusement, parce que voilà, je pense que tu as vraiment donné envie d'y aller. Merci Julie pour avoir bien recadré non seulement les chiffres, le contexte, et puis finalement cet accompagnement de l'ACNAM et de l'ARS envers les pharmaciens qui souhaitent s'investir là-dedans. Et puis je finirai moi en disant que finalement ces CPTS, il faut vraiment y aller parce que je pense qu'effectivement ça ouvre le champ des possibles. Et puis que peut-être Eric, tu as parlé et là aussi, c'est un sujet, un vrai sujet des infirmières en pratique avancée et que peut-être on pourrait imaginer que les CPTS soient le lieu de la naissance des pharmaciens en pratique avancée parce que il y a des déserts médicaux, il n'y a pas de désert pharmaceutique et c'était une question à creuser. Donc, merci vraiment à tous les deux et j'espère que ça a pu éclairer les participants et surtout, ça leur aura donné envie. Donc, Julie, si vous voyez une explosion du nombre de CPTS dans les jours à venir, ce sera grâce au congrès Spot Pharma. Oui, alors malheureusement, il y a quand même un délai de concrétisation un peu lent, ouais. Mais si dans 18 mois, je vois une explosion, je saurai que c'est grâce à vous ce soir. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Bonne soirée à tous et on se retrouve demain pour la suite du congrès. Merci, très bonne soirée. Merci, bonsoir. Bonsoir.